Merci beaucoup. Donc, j'ai choisi ce titre-là. J'aurais pu prendre quelque chose d'un peu piéton, comme une visite des éléments, une visite guidée des éléments d'Euclide. Je trouve que j'avais envie de quelque chose qui nous met un peu dans le mood. On est dans l'Antiquité. Il n'y a pas vraiment full de comme, tu sais, il n'y a pas de Mathematica, il n'y a pas de tableau. Il y a juste du sable puis des bâtons. Fait que, comme pour faire des mathématiques, on n'a pas grand-chose. Il faut aller à la plage. J'aime commencer mes présentations aussi avec une petite citation. On connaît Beach Day Every Day du Beach Club, n'est-ce pas? Mais moi, je pense pas que c'est Olivier Primo le premier qui a pensé à ça. Je pense que c'est Euclide. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui est pédant et qui veut dire « Ah non, il ne faut pas dire Euclide, il faut dire Euclide ». Il était grec, le gars. Donc, juste avant de comme plonger dans le truc, j'ai décidé qu'on allait regarder une petite histoire du monde, juste pour comme placer un peu le contexte des choses. Donc, on commence genre en moins 2500 avec les pyramides. Fun fact, Jésus était plus proche de nous autres que des pyramides. Je trouve que c'est pour mettre de la perspective sur comme à quel point il y en a de l'histoire. Puis ça, c'est juste celle qui est écrite. Celle qui n'est pas écrite, ça va encore plus loin. Le dernier mammouth en même temps que les pyramides, saviez-vous ça? C'est vraiment hot. Bon, ça, Sargon d'Akkad, le roi de l'Acadie, pour vrai. Puis aussi, ça s'est fini en 1755, mais avant Jésus-Christ, ça en fout. Puis donc, vous voyez, là, j'ai mis un peu des références, des points de repère jusqu'en 2011 avec la vague orange, qui est un moment important de l'histoire du monde. Si on regarde maintenant du côté des mathématiques, là, c'est extrêmement vague, parce que pas tout le monde faisait des maths exactement en même temps. C'est quand même étonnant à quel point les différents comme jalons dans l'histoire des mathématiques sont relativement vaguement alignés. Donc, par exemple, le développement du calcul intégral et différentiel, c'est vraiment pas mal tout au début du deuxième millénaire que ça se passe. Donc, en Inde, on faisait un peu de calcul différentiel déjà au début. Donc, si vous partez du début ici, vous avez des systèmes de numération extrêmement rudimentaires. Les Égyptiens comptent essentiellement en paquets de 10. En Acadie, oui, on développe un système de numération en base 60, on fait de l'astronomie, on commence à faire un peu de géométrie et on découvre cette relation-là ici. Donc souvent, on attribue le théorème à Pythagore, ou vous vous doutez que c'est faux. 1000 ans avant Pythagore, on avait déjà une bonne idée que c'était vrai, cette affaire-là. Je vous rappelle que si vous prenez comme 1000 ans avant maintenant, là, on était très loin de l'Internet. Donc c'est juste comme, encore une fois, pour donner une idée de je trouve à quel point la technologie progresse, puis à quel point ces choses-là sont très, très anciennes. À l'époque hellénistique, bon, et même avant un peu, là, donc l'époque pré-hellénistique de la Grèce, là, moins 700, moins 600, on commence à faire de la géométrie plane de façon vraiment plus rigoureuse. Euclide publie des éléments aux alentours de moins 300, c'est pas clair, on va en parler un peu plus tout à l'heure. À peu près au même moment, en Chine, on fait aussi un traité de mathématiques, ça s'appelle les 9 chapitres sur l'art mathématique. Et c'est un espèce de recueil où dans les 9 chapitres, on présente des problèmes sur différentes facettes de l'art mathématique. Il y a des problèmes d'analyse combinatoire, il y a des problèmes d'algèbre, des problèmes de géométrie. Je trouve intéressant de mentionner parce qu'on a souvent une perspective extrêmement occidentalo-centriste sur l'histoire de ces choses-là, mais partout ailleurs dans le monde, il se faisait des mathématiques. On a un peu de preuves aussi que les Aztèques avaient un concept de zéro. Puis encore une fois, c'est comme sur un continent complètement séparé. Il n'y a pas d'échange culturel entre Turtle Island et le reste du monde. Mais ils découvrent le concept de zéro à peu près en même temps. Donc c'est assez spécial comme ça. Donc en Inde aussi, il s'écrit des traités de mathématiques. C'est beaucoup relié au sacré. Bon, puis plus ça progresse, les Arabes vont aussi beaucoup développer les mathématiques par la suite. Moi, je m'intéresse aujourd'hui aux éléments d'Euclide. Les éléments d'Euclide, c'est le texte qui a vraiment, comme on dirait, fondé un peu les mathématiques comme on les fait aujourd'hui, c'est-à-dire
ce qu'il y a de spécial par rapport à, par exemple, aux 9 chapitres ou par rapport à tout ce qui se faisait en mathématiques ailleurs, c'est l'approche extrêmement théorique et extrêmement abstraite qu'Euclide prend pour développer une théorie, et c'est l'approche aussi de tout démontrer. Donc, par exemple, dans les 9 chapitres, il y a des passages où on ne fait pas de preuve. On va juste dire, la formule pour le volume d'une pyramide, c'est ça, puis on fait le calcul. Puis on ne prouve pas rien. Puis, bon, dans les 9 chapitres, la formule pour le volume de la pyramide est correcte. Mais, par exemple, dans les écrits de mathématiques de génie civil des Égyptiens, la formule pour le volume des pyramides, ironiquement, est incorrecte. Ceci dit, encore une fois, les Égyptiens ont tellement une longue histoire que des fois, c'est un peu comme les écrits datent de bien après. Ils ont eu le temps d'oublier comment ils avaient fait les pyramides eux-mêmes. Donc, si maintenant on zoome in plus sur les Grecs, je pense que c'est amusant de parler de comment Euclide a fini par savoir tout ce qu'il savait. Donc, évidemment, il y a un beaucoup plus long héritage que ça, puis des choses qui viennent de Mésopotamie, et puis des choses qui viennent... Alors, je vais commencer avec, Thalès de Milet, on est en moins 600, Pythagore, on est en moins 500. Donc, on est quand même 300, 200 ans avant Euclide. Encore une fois, c'est difficile parce qu'on ne sait pas trop la date. Donc, Pythagore, évidemment, extrêmement célèbre pour sa formule A carré plus B carré égale C carré, aussi pour son obsession avec les nombres entiers. Ironiquement, sa formule-là, c'est le début de la preuve qu'il a tort, mais bon. Ensuite, bon, tes têtes-là, j'ai dessiné les plus classiquement orientés d'entre vous ont reconnu Platon. Ici, c'est pas tes têtes. On ne sait pas de quoi il avait l'air tes têtes, mais comme ce qu'on sait qu'il faisait, c'est qu'il jasait avec Socrate de maths, puis Platon écoutait, puis il écrivait. Genre. Fait que tes têtes parlent un peu de nombres irrationnels, donc avec Socrate, et Platon a retranscrit le truc. Eudoxe de Cnide est crédité avec vraiment beaucoup des découvertes qu'Euclide va écrire, donc qu'Euclide va comme codifier. Donc tout ce qui est sur les proportions, tout ce qui est sur les volumes des solides et ce genre de choses-là, c'est beaucoup ce monsieur-là. Aristote fait beaucoup de logique. Et donc ça met vraiment beaucoup la table, tous ces gens-là, pour ce qui est contenu dans les éléments. En fait, Euclide va tout prendre ça, puis regrouper. Euclide n'a pas vraiment inventé de mathématiques comme telles. Il a fait beaucoup un travail de cataloguer, organiser et prouver. Donc, il y a aussi certaines preuves qui sont créditées à Euclide, pas beaucoup, mais plusieurs, quand même. Après Euclide, il y a eu Archimède et Apollonios de Perga, qui, on sait qu'ils sont après Euclide parce qu'ils le citent. Et forcément, il y a comme un lien de causalité ici. Si tu cites quelqu'un, il a fallu qu'il l'écrive avant. Donc, lui travaille beaucoup sur les sections coniques, déjà. Archimède travaille vraiment à essayer de comprendre c'est quoi pi. Ben, en fait, il fait autre chose aussi, il fait beaucoup d'autres choses. Il développe des pompes en vis, puis toutes sortes de patentes à gosse. Mais en mathématiques, je pense le plus célèbre résultat d'Archimède, c'est probablement cette réalisation que tu peux tracer des polygones de plus en plus grands. En fait, c'est pas Archimède qui a inventé ça, on va en parler tout à l'heure. Puis j'ai mis Hypatie d'Alexandrie parce qu'il n'y aura pas beaucoup de filles dans la présentation. Fait que je me suis dit qu'on va en donner une plug quand même, qui était une Romaine qui s'est beaucoup intéressée aux écrits des messieurs précédemment et qui a comme contribué quand même en faisant de l'algèbre un petit peu aussi. Euclide comme tel, donc moins 300. On ne sait pas de quoi il a l'air. Il n'y a pas de statut. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais juste décider Mark Zuckerberg. Évidemment, tout ce qu'on sait d'Euclide, c'est par un bonhomme qui s'appelle Proclus, qui tripait solide sur Platon. Euclide, on pense, était un disciple de Platon, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, la façon dont c'est écrit suggère beaucoup qu'il y a cette idée-là du monde, des abstractions puis des idées pures, qui était un truc très platonicien. Donc, quand Euclide écrit ses affaires, puis on va voir un peu tantôt comment c'est écrit, vous allez voir, c'est des idées très pures.
Donc, Proclus se dit, ça doit être quelqu'un qui vient de l'école de Platon. Il y a évidemment toute la logique qui laisse penser qu'il a été très influencé par Aristote. Donc, tout ce qu'on sait sur Euclide, c'est vraiment le commentaire de Proclus et de quelques autres Romains là, qui s'intéressent à ce qu'il a fait. Proclus aussi a peut-être embelli des choses. La raison pour qu'on appelle ça des solides platoniciens, c'est parce que c'est probablement plus Proclus que Euclide qui tripait sur Platon. Ceci dit, donc, voilà, moins 300 environ, ça fait 2300 ans quand même. C'est un autre livre qui a été écrit il y a aussi longtemps, puis qui est encore comme solide. Je trouve ça quand même assez fascinant. Donc, rapidement, évidemment, il faut choisir une traduction. Moi, je ne lis pas le grec ancien. Vous pouvez voir, il y a des versions, des éditions en grec encore, mais c'est difficile à lire, parce que je ne lis pas le grec ancien. Donc, j'ai choisi, donc, celle en anglais date de 1908, ça fait déjà plus de 100 ans. Mais c'est la dernière traduction, je pense, on me corrigera, là, mais moi, c'est la dernière traduction moderne en anglais que j'ai trouvée, qui est très intéressante, qui est extrêmement détaillée. Le commentaire est super, super fascinant. Il vous explique tous les manuscrits, où c'est qui a été les chercher et tout, par Thomas, ben là c'est Sir Thomas Little Heath, en 1908. Est encore en édition, donc vous pouvez l'acheter genre sur Amazon si vous voulez, là, ou dans une librairie qui n'exploite pas ses employés. En français, c'est la traduction de Bernard Vitrac. 90, c'est beaucoup, beaucoup plus moderne. Donc, voilà, mais c'est évidemment par la force des choses parce que c'est une traduction en français, donc moins réputée, moins commentée, puis moins acceptée que celle de Heath. Donc, pour le reste, je vais utiliser le texte français. Juste une petite explication sur la structure des ouvrages avant qu'on se lance dedans. La façon dont les ouvrages sont structurés, je vous disais que c'est extrêmement systématique. Donc, tous les livres, il y a 13 livres, commencent par un préambule avec des définitions. Le premier, où il va y avoir aussi des demandes ou des postulats et des notions communes qui sont d'autres sortes de postulats finalement. Et ensuite, on va avoir une série de propositions et c'est vraiment très aride. Comme, on va voir l'énoncé, la preuve. L'énoncé, la preuve. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Ceci dit, c'est très amusant à lire quand même si vous aimez ce genre de choses-là très formelles. Moi, je sais que, par exemple, j'adore les procédures d'Assemblée générale. C'est right up my alley. Et donc, après ça, les livres se succèdent. Souvent, ils sont regroupés, les différents éditeurs, donc vous achetez comme pas 13 volumes, parce qu'il y en a qui seraient très minces puis d'autres très épais. Ils sont regroupés souvent en quelques comme catégories, là. Donc, les 4 premiers livres parlent de géométrie, puis on fait une espèce de progression. À la fin du 4e livre, on inscrit un pentadécagone dans un cercle. Ça a 15 côtés, un pentadécagone. Je vais peut-être parler un peu de la raison pour laquelle on veut faire ça. Ensuite, on a 2 livres sur les proportions. Donc, le premier livre parle juste de proportions, puis le deuxième utilise les proportions pour faire de la géométrie, les figures semblables et tout ça. Ensuite, on a 3 livres qui font de la théorie des nombres. Donc, un autre pan des mathématiques qui est comme vraiment consolidé ici. On parle de nombres premiers, de toutes sortes de choses. On a un livre qui s'intéresse vraiment juste aux nombres irrationnels. Il est thick. C'est genre le plus gros livre. Et c'est aussi comme, en bonne partie, comme très peu pertinent dans le monde moderne. Parce que, par exemple, la 3e apotome, qui est une sorte de nombre irrationnel, personne ne sait c'est quoi, genre. Ça ne sert pas à grand-chose. Et à la suite de ça, on a 3 livres à la fin qui parlent de géométrie solide. Maintenant, ce que je veux faire avec vous, je vais essayer de passer rapidement, mais quand même, je vais vous présenter le début du texte, parce qu'il y a quelque chose de très plaisant là-dedans. Je trouve qu'il y a quelque chose de très esthétique. J'ai essayé de reproduire un peu mon feeling d'élégance et de simplicité. J'espère que ça va transparaître par mes transparents. Donc, on commence. Un point et ce dont il n'y a aucune partie. Affirmation assez simple. À l'époque d'Euclide, il y a des gens qui interprètent ça comme un statement sur la nature de la matière. Hein. Donc, genre, tu es en train de décrire l'idée que
il existe une particule de matière qu'on ne peut pas diviser. Il y a encore tout cet affrontement-là entre est-ce qu'on peut faire des affirmations sur l'abstrait ou toutes les affirmations qu'on peut faire sont sur des choses qui sont réelles, concrètes, comme tangibles. Donc évidemment, si on s'imagine qu'Euclide est plus platonicien, on sait qu'il parle de quelque chose qui est une abstraction qui vit dans le monde des idées. Vous allez voir qu'assez rapidement, ça doit devenir évident qu'on vit dans le monde des idées. Une ligne est une longueur sans largeur. Alors ça, c'est une de mes préférées parce que si vous faites de la géométrie aujourd'hui, vous n'appelez pas ça une ligne, vous appelez ça une courbe. Mais ce qu'il y a de plus ligne à propos d'une ligne, c'est que c'est une variété de dimension 1, n'est-ce pas? Et cette intuition-là, donc l'idée que c'est une variété à une dimension, c'est-à-dire que vous pouvez cartographier votre ligne avec des petits morceaux de R, des petits morceaux de la ligne réelle, cette idée-là qu'il y a une longueur, mais pas de largeur, elle est déjà présente à l'époque d'Euclide. Il a déjà comme compris essentiellement c'est quoi une ligne. Et ça fait 2300. C'est quand même cool, je trouve. C'est ça qu'il dit. Genre, il n'y a pas les mots pour dire variété de dimension 1, mais s'ils avaient eu, là, il y avait comme bam! Et bon, les limites d'une ligne sont des points. Ça me fait rire parce que c'est un peu un cop-out. C'est pas une définition. Vous voyez qu'il n'y a pas de mots en gras. C'est vraiment juste comme, parce que comment tu prouves ça quand tu n'as rien d'autre? Fait que tu sneaks ça dans les définitions. C'est comme, par définition, les limites d'une ligne sont des points. J'ai gagné. Ça me fait quand même un peu rire. Évidemment, il y a 3' ici. 3', l'intersection de deux lignes qui n'ont pas de partie commune est un point. Pourquoi c'est là avec un prime? C'est parce que c'est probablement pas dans le manuscrit original, mais évidemment, quand les gens recopient, les gens se trouvent bien bons souvent, puis ils sont comme « Haha, moi j'en ai une de plus que je peux rajouter ici. » Puis là, ils le recopient dedans, puis évidemment, après ça, tout le monde recopie ça. Fait qu'il y a plusieurs versions des éléments où il y a ceci, mais ça date probablement pas d'Euclide. Donc, 3'. 4, et là c'est là que je vous dis, vous allez voir, on vit dans le monde des abstractions pures. Là. Une ligne droite est celle qui est placée de manière égale par rapport aux points qui sont sur elle. Quoi? C'est là que je vous dis, comme, quand tu fais ça, c'est comme, on ne parle pas du monde physique ici, c'est sûr que non. En même temps, Euclide doit se dire, genre, tout le monde sait c'est quoi une ligne droite, on a une idée, mais comment tu fais? Alors, petite pause, genre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de comment faire mieux? Vous n'avez rien d'autre, là. Vous avez juste les points puis les lignes à date, là. C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas évident. Donc, je lui laisse. Okay? On va dire qu'on sait tout c'est quoi une ligne droite. Évidemment, là, après, il y en a plusieurs autres définitions comme celle-là. Je les ai toutes recopiées. On parle d'angle, on parle de figure, on parle de cercle, on parle de triangle, de carré, de pentagone. On parle donc toutes sortes de définitions. Vous avez toutes vu ça au primaire, les triangles obtusangles, acutangles, rectangles. Ensuite, les définitions des quadrilatères. Amusant de constater qu'il y a des petits glissements sémantiques qui ont eu lieu. Par exemple, pour Euclide, trapèze, c'est n'importe quel quadrilatère qui n'est pas un des autres. Alors pour nous, il y a quand même deux côtés qui doivent être parallèles. Donc, chouette de voir comment ça a pu se transformer. Et finalement, on définit des droites parallèles. Ensuite, au début du premier livre, on fait des demandes, des postulats. Donc, le premier, qu'il soit demandé de mener une ligne droite de tout point à tout point, et qu'il soit demandé de prolonger continuellement une ligne en ligne droite indéfiniment. Donc, ce que Euclide est en train de faire, c'est de dire, OK, bien, comme à un moment donné, quand je vais faire une preuve, il va falloir que je fasse une ligne droite entre deux points. Puis là, s'il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais comment tu fais ça? Je vais dire, regarde, je prends une règle, je fais ma ligne droite, puis tu poses plus de questions. OK? Puis, similairement, 3 est de décrire un cercle à partir de tout centre et au moyen de tout intervalle. Ici, c'est important de comprendre qu'il faut que l'intervalle, donc le segment, soit où ce que le centre est. Euclide dit, si tu me donnes un point puis que tu me donnes un rayon à partir du point, moi, je vais me mettre debout sur le point, je vais mettre mon bâton comme ça, puis je vais faire oui, puis je vais avoir tracé un cercle. Puis encore une fois, si tu me dis, es-tu sûr que c'est un cercle, je vais dire oui, OK?
Donc, évidemment, tu ne peux pas utiliser ton compas pour rapporter des distances. Mais en fait, tu ne peux pas tout de suite, mais après la proposition 2 du livre 1, tu peux. Les deux dernières demandes sont un peu plus comme funky, que tous les angles droits sont égaux entre eux. Parce que si tu n'as pas ça, ouch! Okay? Puis la dernière, attention, donc si vous avez une droite qui tombe sur deux droites, okay, et qui fait les angles intérieurs du même côté plus petits que deux droits, hein, donc ils ne seront pas forcément aigus, mais la somme des deux en même temps est plus petite que deux angles droits, alors forcément les deux droites vont se rencontrer du côté où les angles sont plus petits que deux droits. Ça a vraiment plus l'air de comme une proposition, quelque chose qu'on pourrait prouver. Et puis on a essayé, et puis on a essayé. Et puis finalement, au 19e siècle, on s'est aperçu que si tu n'exiges pas ça, si tu ne fais pas un postulat de ça, tu peux faire une autre sorte de géométrie qu'on appelle ben là ici, en fait, j'ai vraiment exagéré le dessin, mais c'est pour comme qu'on comprenne l'idée que si tu te places dans un espace au lieu des lignes droites, tu appelles ça des géodésiques, ton espace il peut être courbe, puis tes géodésiques peuvent être prolongés indéfiniment sans se rencontrer, même si les deux angles ici sont plus petits que des angles droits. Donc, il existe des géométries où est-ce qu'on peut faire ça. Donc, ici, c'est une géométrie hyperbolique. Mais le point, c'est qu'il existe toutes sortes d'autres géométries courbes. Euclide fait de la géométrie plane, et pour que la géométrie soit plane, on a besoin de ça. Donc, c'est un postulat, c'est pas une proposition, et ça a pris plus de 2000 ans avant d'être sûr. Okay. Et finalement, des notions communes. Les notions communes sont plus des choses du type genre logique. Donc, la propriété de la transitivité, des propriétés algébriques. Intéressant, hein? Une espèce d'affirmation que les translations et les rotations sont des isométries, que les figures vont être égales. Et le tout est plus grand que la partie. C'est un truc qu'aujourd'hui est une notion en théorie de la mesure. Juste un petit... Euclide utilise égal de façon interchangeable, soit pour vouloir dire que deux figures sont congruentes, c'est-à-dire qu'elles sont exactement la même figure à isométrie près, ou il peut vouloir utiliser égal pour dire qu'elles sont équivalentes en mesure, c'est-à-dire en volume, en aire ou en longueur. Et donc, quand Euclide va dire égal, il va falloir deviner dans le contexte, est-ce qu'il parle de l'aire? Parce que des fois, il dit comme 2 carrés sont égaux à 1 carré. C'est comme, OK, ça veut dire en aire. Et donc, il faut comme le deviner un peu. Il n'a pas fait full ces distinctions-là. Ensuite de ça, dans le livre, il y a les propositions, et là, je ne vais pas passer toutes dessus. Juste garder en tête, aujourd'hui, quand on classifie nos propositions dans notre tête, on a comme deux sortes. Hein. On a les lemmes, puis les théorèmes, puis les lemmes sont des résultats intermédiaires qui sont importants et utiles, mais qui ne sont pas comme théoriquement vraiment le centre de notre attention, mettons. Puis les théorèmes qui sont les résultats pour lesquels on travaille plus. Évidemment, c'est subjectif. Il y a des gens qui pourraient dire, moi, 1 plus 1 égale 2, je trouve ça extrêmement profond et important. Vous n'auriez peut-être pas tort, je ne sais pas. À l'époque d'Euclide, les théorèmes et les problèmes sont un peu des choses différentes, c'est-à-dire que les théorèmes sont des résultats où est-ce qu'on dit, voici une figure, moi je dis qu'elle a cette propriété-là, voici la preuve. Et les problèmes, à l'inverse, c'est voici une propriété, moi je dis que je peux construire une figure qui a cette propriété-là. Donc c'est comme un peu... Donc par exemple ici, le problème de la quadrature du cercle, c'est un problème, évidemment qui n'a pas de solution, comme on sait maintenant. Et un théorème, ça serait par exemple la somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à un angle plat. Donc un petit exemple d'une proposition ici, la première proposition, toute simple. Si vous me donnez un segment de droite, je peux construire un triangle équilatéral dessus. Et la construction, vous la voyez ici, là, vous faites des cercles dont le rayon c'est le segment de départ, et là où est-ce que les cercles se coupent, vous avez le troisième sommet de votre triangle, et c'est équilatéral parce qu'évidemment, ces deux segments-là sont les rayons de ce cercle-là, ces deux-là sont des rayons de lui, etc., etc. Donc, ça commence assez doucement. Les autres propositions qu'on va faire après, ce sont beaucoup, au début, des petites constructions. Des petites constructions qui nous permettent essentiellement... C'est comme si Euclide vient nous rajouter des outils dans notre boîte à outils. On avait juste une règle, puis un compas. Là, Euclide, il va prouver que tu as le droit d'utiliser une équerre, que tu as le droit d'utiliser un rapporteur d'angle, que tu as le droit d'utiliser un paquet d'affaires comme ça.
Et ça va vraiment nous simplifier la vie après quand on va faire des preuves plus grosses et plus importantes. Donc, les propositions d'intérêt dans le livre 1, la proposition 20 nous dit que si vous prenez deux côtés d'un triangle ensemble, il est toujours plus grand que le troisième côté. Vous avez appris ça comme dans le cas des nombres réels où les triangles sont tout aplatis sur la ligne réelle. C'est vrai en général et on appelle ça l'inégalité du triangle à cause de ça. La somme des angles intérieurs d'un triangle est égale à 180 degrés. Un autre comme classique. Et finalement, le classique parmi les classiques, la proposition 47, où on vous dit que si vous avez un triangle rectangle, le carré sur l'hypoténuse est égal au carré sur les cathètes. Ça ne s'appelle pas hypoténuse puis cathète. À l'époque d'Euclide, ils appellent ça genre le côté qui sous-tend l'angle droit puis les côtés qui contiennent l'angle droit. Donc, les livres 2, 3 et 4 continuent un peu le même genre de pattern. Dans le livre 2, on fait de l'algèbre géométrique. On fait beaucoup de propositions qui sont équivalentes à ça. OK? Donc, Euclide a découvert ça, puis après ça, il y a comme tout plein de conséquences. Puis c'est toujours comme, si tu prends un rectangle qui est formé de deux côtés, puis que là, tu en coupes un en deux, puis là, tu prends... C'est compliqué, mais c'est toujours équivalent à ça. Puis on fait aussi, à la fin, la quadrature des figures rectilignes. Donc, évidemment, on se demandait la quadrature du cercle. C'est une question qui ne vient pas de nulle part, c'est parce qu'on a été capable de faire, toujours, si on a une figure rectiligne, un carré qui a la même aire. Et la construction ressemble comme ça. Alors, premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rectangle qui a la même aire, puis à partir du rectangle, on peut faire un carré en faisant une construction comme celle-là. Dans le livre 3, on parle de cercle, donc on fait toutes plein de définitions relatives au cercle, les tangentes, quand deux cercles sont tangents, qu'est-ce qui se passe, les cordes, les arcs, tout ça. On prouve aussi des théorèmes relatifs au cercle. Souvent, c'est des affaires sur les angles dans les cercles. Donc, par exemple, le théorème de Thalès. Si vous avez un triangle dont l'hypoténuse est le diamètre d'un demi-cercle, un triangle rectangle dont l'hypoténuse est le diamètre d'un demi-cercle, le sommet se retrouve sur le demi-cercle. Ou de façon équivalente, si vous inscrivez un triangle rectangle dans un demi-cercle, donc, vous pouvez le faire de n'importe quel angle, il va toujours être droit. Et puis le livre 4, on fait toutes sortes de constructions pour inscrire des figures régulières dans des cercles. La raison pour qu'on fait ça, c'est parce que, en fait, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas tant de dessiner un beau pentagone, c'est de séparer un cercle en 5. Okay? Fait que si jamais vous avez une tarte puis que vous êtes 5 personnes à un party, Euclide vous dit comment séparer la tarte pour que tout le monde ait une part de tarte égale. Évidemment, pourquoi, après ça, il voulait inscrire un pentadécagone dans un cercle? C'est pas parce qu'il y avait un party avec 15 personnes. C'est parce que 1/15e d'un cercle, c'est à peu près 22,5 degrés. Puis ça, c'est à peu près l'inclinaison de la Terre, de l'axe de la Terre, par rapport au plan de l'écliptique. Fait que si tu es capable de comprendre vraiment bien comment cet angle-là, tu peux le reproduire, c'est vraiment très utile pour faire de l'astronomie. Donc, diviser les choses en 15, c'est pratique pour ça. Le livre 5, on entre dans une deuxième portion. Ça va être, je pense, pas mal le reste du temps pour moi. On va parler un peu des autres après, mais je pense que c'est amusant aussi si vous allez les lire là, par vous-même, si ça vous fait plaisir. Le livre 5 parle de proportions. Et donc, on va commencer par introduire des définitions sur les rapports entre les quantités. Et ça devient encore plus abstrait. Parce que maintenant, on parle d'à peu près n'importe quelle figure qui va être en rapport avec une figure du même genre. Donc, des lignes avec des lignes, des surfaces avec des surfaces, etc. Mais on en parle de façon extrêmement abstraite. Donc, ça devient difficile de même faire des dessins, vous allez voir. Là. OK? Donc, une grandeur est une partie d'une grandeur la plus petite de la plus grande lorsqu'elle mesure la plus grande. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est si vous avez... le carré ici est 1/6e du gros rectangle. C'est la 6e partie du rectangle. OK? Et donc, le rectangle est le 6e multiple du carré. Donc, essentiellement, on vient d'introduire l'idée de fraction ou de rapport rationnel un petit peu. On va le faire plus précisément quand on va parler de nombres. Puis dans le livre 10, Euclide dit, vous voyez,
les grandeurs qui sont commensurables, c'est-à-dire qui peuvent être mesurées par la même grandeur, sont dans le même rapport que deux nombres. Donc, il fait des liens maintenant entre la géométrie et la théorie des nombres. Ensuite, on définit un rapport. Donc, le rapport est la relation telle ou telle selon la taille qu'il y a entre deux grandeurs de même genre. Encore une fois, ça veut dire ce que ça veut dire. Je pense qu'Euclide disait aussi, les gens ils vont comprendre quand je dis que le rapport entre ça et ça, c'est la relation telle ou telle selon la taille. Okay. Ceci dit, la définition 4 est intéressante. C'est encore une fois pas vraiment une définition, c'est plus comme une restriction. Il dit des grandeurs sont dites avoir un rapport l'une relativement à l'autre quand elles sont capables, étant multipliées, de se dépasser l'une l'autre. Et ça, encore une fois, au départ, quand j'ai lu ça, j'étais comme OK, ça sert à quoi? Mais si vous avez un segment fini puis une droite infinie, vous ne pouvez pas dépasser la droite en multipliant le segment fini. Donc, il n'y a pas de rapport possible entre une droite finie puis une droite infinie. Ou entre un point puis une droite. C'est pas possible non plus. Essentiellement, c'est comme un peu équivalent à l'idée que tu ne peux pas diviser par zéro. Mais il n'y a pas de zéro. Il n'y a pas vraiment de division. C'est quand même, je trouve que c'est quand même une définition qui est comme un peu intéressante, un peu quirky. Puis un truc qui est, comme tu vois que Euclide a future-proofé un peu sa patente. La définition 5 est un piece of work. Je vais la lire juste parce que c'est amusant. Des grandeurs sont dites être dans le même rapport, une première à la deuxième et une troisième à la quatrième, quand des équimultiples de la première et de la troisième ou simultanément dépassent, ou sont simultanément égaux, ou sont simultanément inférieurs à des équimultiples de la deuxième et de la quatrième selon n'importe quelle multiplication, chacune à chacune et de manière correspondante. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe? OK. Si tu analyses ça tranquillement, tu finis par comprendre ce dont il est question. Donc, si on a une première et une deuxième grandeur, une troisième et une quatrième grandeur, l'idée, c'est que vous allez en prendre des équimultiples de la première à la troisième. Par exemple, vous dites, OK, si je prends 2 fois la grandeur jaune, puis 2 fois la grandeur bleue, est-ce que la grandeur jaune 2 fois est plus grande que la grandeur verte 1 fois? Puis si ça, c'est vrai, mais que la grandeur bleue 2 fois n'est pas plus grande que la grandeur rose 3 fois, et 1 fois, c'est-à-dire, alors là, vous savez qu'ils ne sont pas dans le même rapport. Et donc, le point, c'est que vous allez faire comme ça, comme des séquences. Hein. Vous allez reproduire la grandeur A 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, etc. Et B, vous allez faire la même chose. Et ça va former un pattern. Et si c'est le même pattern, donc si les points forment le même pattern d'alternance, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, B, etc. Si c'est le même pattern en haut et en bas, les deux grandeurs sont dans le même rapport. Les deux grandeurs A et B sont dans le même rapport que C et D. Okay. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'évidemment, vous ne pourrez pas juste dire les deux grandeurs sont dans le même rapport si elles sont les mêmes parties l'une de l'autre. Hein, si c'est la même fraction. Parce que pas toutes les grandeurs sont dans des rapports rationnels. Et donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, bon, si on l'écrit en notation mathématique moderne, hein, ce qu'on vient de dire, c'est que A et B sont dans le même rapport que C et D, si et seulement si, pour tout Mn, on a M fois A est plus grand que N fois B. Si et seulement si M fois C est plus grand que N fois D. Même chose pour l'égalité, même chose pour la plus petite SQ. Si maintenant vous réorganisez juste ces inégalités-là puis ces égalités-là, soit que A et B, A sur B puis C sur D est en même temps plus grand que N sur M, ou égal à N sur M, ou plus petit que N sur M. En gros, si vous deviez, vous pourriez prendre les nombres rationnels puis les trier de part et d'autre de A sur B. Celui-là est plus petit que A sur B et C sur D. Celui-là est égal en même temps à A sur B et à C sur D. Celui-là est plus grand que. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est que les rapports A, B puis C, D, ils séparent les rationnels à la même place. Surprise, les coupures de Dedekind, ça date de comme vraiment plus longtemps qu'on pensait.
Parce qu'essentiellement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il existe autant de rapports différents que de places où est-ce qu'on peut couper les nombres rationnels. Donc, c'est vraiment exactement la même idée. Quand Euclide définit l'égalité entre deux rapports, il est en train de dire les rapports entre deux quantités, ce sont des nombres réels positifs. Donc, moi, quand je vous disais, quand vous lisez les éléments d'Euclide, c'est formulé de façon vraiment bizarre, c'est un peu étrange, mais les idées qui sont au cœur de ces formulations-là, c'est des idées qui sont très, très bonnes. Hein? Comme Dedekind puis ses coupures pour définir les nombres réels, tout le monde est d'accord, c'est vraiment cool, mais c'est la même chose ici. Là. C'est formulé différemment parce qu'on n'a pas les mêmes outils, mais essentiellement, c'est le même truc. Donc ensuite, tout le livre 5 développe les proportions, la théorie sur les proportions. Le livre 6 permet de faire de la géométrie avec les proportions. Et là, on fait toutes sortes de déductions, comme que la surface d'un parallélogramme est proportionnelle à la hauteur. On avait déjà fait dans le livre 1 une preuve que la surface était proportionnelle à la base. C'est-à-dire, on l'avait dit de façon un peu différente, mais c'était équivalent à ça. Maintenant, on sait que c'est la base fois la hauteur, tout simplement. On fait aussi donc le théorème de Thalès, où les triangles, si vous coupez un triangle avec une droite parallèle à la base, le plus petit triangle est semblable au plus grand, ce genre de choses-là. Ensuite, les livres 7, 8 et 9, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai plus énormément de temps, je pense. Les livres 7, 8 et 9 parlent de théorie des nombres. On y développe plusieurs idées intéressantes, comme l'idée justement qu'il y a une infinité de nombres premiers, l'idée qu'on peut décomposer, factoriser un nombre entier en nombre premier. On développe aussi un algorithme pour trouver le PGCD qui est amusant. Vous placez vos deux nombres sur les côtés d'un rectangle, vous retranchez des carrés jusqu'à temps que vous ayez juste des carrés. Puis là, le PGCD, c'est le carré qui reste. Okay. Le livre 10 parle de nombres irrationnels. Et comme je disais, c'est une nouvelle théorie à cette époque-là. C'est très récent. C'est Eudoxe de Cnides qui était là comme pas trop longtemps avant. Donc, c'est assez récent. Euclide, au début, fait plein de définitions très utiles. Donc, sur les grandeurs incommensurables, il dit si tu additionnes deux grandeurs qui sont incommensurables à une troisième, le tout est aussi incommensurable, etc., etc. Donc, il y a certaines conditions, évidemment, c'est pas toujours vrai, là, mais comme ça reste quand même un paquet de propositions qui sont encore pertinentes. Mais après ça, il commence à essayer de classifier les grandeurs irrationnelles selon la façon dont elles ont été construites géométriquement. Fait que là, mettons, il dit, OK, mais il y en a des grandeurs irrationnelles que c'est juste l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Mais il y en a que c'est l'hypoténuse d'un triangle que la base, c'est l'hypoténuse d'un triangle. Fait que comme c'est plus compliqué d'avoir cette grandeur, elle est plus irrationnelle celle-là, elle est spéciale, elle est dans une classe à part. Puis là, il se met à toutes les construire dépendamment de comment tu les as obtenues. Si tu as coupé une ligne en moyenne et extrême partie, je pense, c'est l'expression de la façon, dépendamment de comment tu as fait ta construction, les grandeurs irrationnelles vont être toutes classifiées. Et c'est toutes des affaires qui aujourd'hui sont de peu d'intérêt. On a une distinction dans les nombres irrationnels entre les nombres transcendantaux, le rapport entre la circonférence du cercle et le diamètre, par exemple, et les nombres algébriques, qui sont des racines de polynômes. Mais à part de ça, on a donc les distinctions qui sont faites dans le livre 10, qui est quand même comme le plus gros de tous les livres, ils ne sont pas super pertinentes. C'est quand même amusant de voir comment Euclide fait tout ça, puis c'est plein de constructions quand même chouettes. Et ensuite, les livres 11, 12 et 13 parlent de géométrie solide. Donc, on introduit toutes sortes de notions. La notion d'un solide, un solide qui a une largeur, une longueur et une hauteur. Donc, on est en dimension 3. Et ça culmine avec la construction des 5 solides platoniciens, les 5 solides réguliers, donc où toutes les faces sont égales. Donc, c'est un peu... La façon dont Proclus décrit les éléments, il semble suggérer que tout est fait
pour arriver là. C'est plus ou moins vrai. C'est-à-dire, il y a plein de propositions dans Euclide qui se tiennent sur elles-mêmes et qui sont intéressantes en elles-mêmes. Il y a plein de propositions qui ne sont juste pas utilisées pour faire ça. Donc, ça ne dépend pas logiquement d'un paquet d'affaires. Si c'était juste pour arriver là, pourquoi on aurait fait ça? Donc, ça a fait un peu le tour des livres. Comme je vous dis, je ne me suis pas arrêtée à beaucoup d'endroits parce que je pense que c'est super amusant d'aller les lire par soi-même et de faire les constructions par soi-même. Si vous voulez faire les constructions, vous pouvez prendre juste un papier, un crayon puis une règle. Ça se peut que vous manquiez de papier à un moment donné. Donc, vous pouvez utiliser aussi, moi je recommande, j'ai beaucoup aimé GeoGebra, c'est très amusant. C'est aussi très dynamique, vous pouvez juste comme prendre les points puis les tirer, puis toute votre figure va rester construite comme vous l'avez faite. Si vous avez dit, je veux un cercle qui passe par ce point-là, ce point-là et ce point-là, après ça, quand vous bougez les points, le cercle s'ajuste. C'est vraiment comme un outil très cool. Si vous ne le connaissiez pas, je vous le recommande. Et ça fait le tour pour ma présentation. Merci d'avoir écouté. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir.